Aux funérailles, ma grand-mère m'a légué son livret d'épargne. Mon père l'a jeté sur la tombe, c'est inutile. Laissez-le enterrer. Je l'ai récupéré et suis allé à la banque. Je m'appelle Manon Dubois. J'ai 31 ans et, jusqu'à récemment, j'étais la personne la plus invisible de ma famille. Je travaille comme gestionnaire de sinistres chez Assurance du Nord à Lille. Je vis dans un appartement modeste en périphérie, 950 € par mois, charges non comprises. Je conduis une Renault Clio de 2017 avec une tache de café sur le siège passager que je compte nettoyer depuis environ 3 ans. À ce stade, la tache et moi avons développé une relation. Ce n'est pas une bonne relation, mais elle est stable. Ma grand-mère, Estelle, est décédée le 8 janvier 2024. Elle avait 84 ans. Une insuffisance cardiaque, paisiblement chez elle, exactement comme elle l'aurait voulu. Mamie Estelle a travaillé 41 ans à l'usine textile de Roubaix. 41 ans de réveil aux aurores, de pieds fatigués et de poussière de tissu dans les poumons. Elle a vécu dans le même appartement de 2 chambres pendant 4 décennies. Elle découpait les bons de réduction comme si c'était un sport olympique. Elle sentait la crème pour les mains à la lavande et avait toujours des bonbons au caramel dans son sac à main. Tout le monde dans ma famille la considérait comme pauvre, juste une ouvrière vivant de sa petite retraite, disait-il. Rien n'a son nom à part cet appartement exigu et quelques vieux meubles. Tout le monde avait tort. Mon père, Jean-Marc, a 58 ans et travaille comme directeur régional des ventes pour un fournisseur de matériel médical. Il conduit une Mercedes classe en leasing, bien qu'il ne précise jamais cette partie. Il porte des montres coûteuses, parle d'investissement et agit comme s'il venait d'une vieille famille bourgeoise. Mais voici le truc à propos de mon père, il a grandi dans ce même appartement exigu à Roubaix. J'ai vu des photos de lui enfant, portant des pantalons en velours trop grands et des t-shirts bon marché, mangeant grâce au colis de la banque alimentaire. Le révisionnisme historique de cet homme rendrait un propagandiste soviétique jaloux. Il a toujours eu honte de sa mère. Quand j'étais jeune, il disait aux gens qu'elle était à la retraite plutôt que d'admettre qu'elle avait été ouvrière textile. Il lui rendait visite peut-être 3 fois par an, toujours pressé, regardant toujours sa montre. Et quand il s'est remarié il y a 15 ans avec une femme nommée Bérangère, les visites sont passées à 2 fois par an, puis seulement pour les fêtes, et même celle-là ressemblait à des corvées. Bérangère a 54 ans et vient d'une famille qui avait des moyens. Ses mots, pas les miens. Son père gérait une concession Peugeot à Amiens. C'est ça son pédigré, une concession automobile. Mais à entendre Bérangère, elle a grandi dans un manoir avec des domestiques et des parties de chasse à cour. Elle a passé 15 ans à suggérer que mamie devrait être placée en EHPAD parce que l'appartement était trop petit pour respirer. Une fois, elle a obligé mon père à ne pas aller chez mamie pour Noël parce qu'elle ne supportait pas l'idée de manger dans un espace aussi restreint. Mon frère Maxime a 34 ans. Il travaille dans la vente pharmaceutique. Il a toujours été l'enfant roi. Quand Maxime a eu besoin d'aide pour l'apport de sa maison, papa a fait un chèque de 40 000 €. Quand Maxime a obtenu son diplôme, il a reçu une BMW d'occasion en cadeau. Elle coûtait quand même 15 000 €. Quand Maxime s'est marié, papa a payé tout le mariage. 35 000 € pour une journée où Chloé, sa femme, n'a fait que se plaindre des compositions florales. Maxime rendait visite à mamie 2 fois par an, pour Noël et son anniversaire. Je le sais parce que j'étais généralement là quand il arrivait. Il restait exactement 20 minutes. J'ai chronométré une fois, 19 minutes et 43 secondes. Et pourtant, à chaque fois, papa félicitait Maxime de trouver du temps dans son emploi du temps chargé. Pendant ce temps, je rendais visite à mamie chaque dimanche depuis 7 ans. Chaque dimanche, j'apportais des pâtisseries de la boulangerie du coin, nous buvions du thé, et elle me montrait de vieilles photos et me racontait des histoires sur l'usine. 7 ans de dimanche, et mon père ne l'a jamais mentionné une seule fois. Les funérailles ont eu lieu au funérarium Martin à Tourcoing. Une petite cérémonie, peut-être 30 personnes, principalement d'anciennes collègues de l'usine, quelques voisins de son immeuble, quelques parents éloignés que je reconnaissais à peine. Mon père n'a cessé de regarder sa montre pendant le service. Bérangère lui chuchotait qu'il fallait trier cet appartement rapidement avant la fin du bail. Maxime a passé la moitié de la cérémonie sur son téléphone. Urgence au travail, a-t-il expliqué, sans même prendre la peine d'avoir l'air désolé. J'ai prononcé le seul véritable éloge funèbre. J'ai parlé du rire de mamie,
de ses bonbons au caramel, de la façon dont elle se souvenait de l'anniversaire de tout le monde, même quand ils oubliaient le sien. Mon père a parlé pendant 2 minutes des valeurs familiales et de l'importance d'honorer nos aînés. Il n'a pas mentionné un seul souvenir précis. Je ne pense pas qu'il en avait. Après l'enterrement au cimetière communal, le directeur des pompes funèbres s'est approché de moi avec une petite enveloppe. Il a dit, « Votre grand-mère a laissé des instructions précises. Ceci devait être remis à sa petite-fille Manon directement, pas à la famille, à moi. » À l'intérieur se trouvait un vieux livret d'épargne, dont la couverture en cuir était usée par le temps. Caisse d'épargne du Nord, daté de 1967. Il était plus vieux que moi. Il était plus vieux que la fausse sophistication de mon père. Jean-Marc m'a vu le tenir et l'a arraché de mes mains avant que je puisse réagir. Il l'a ouvert, scannant les pages avec cette expression impatiente qu'il avait toujours quand il s'agissait de sa mère. La dernière entrée datait de 1989. Solde, 847,52 francs. Il a ri. Pas un rire gentil. Le genre de rire qui a des dents. Maman et son pathétique petit compte d'épargne d'il y a 35 ans, a-t-il dit. Ce truc est antique. Le compte a probablement été fermé il y a des décennies lors des fusions bancaires. C'est inutile. Et puis mon père a jeté le livret d'épargne de ma grand-mère sur sa tombe fraîche, la terre encore sombre et meuble, et s'est éloigné sans se retourner. Bérangère l'a suivi. Puis Maxime, toujours sur son téléphone. Puis Chloé, marchant prudemment sur l'herbe avec des talons qui coûtaient plus cher que mon budget course mensuel. Je suis resté là, seul, alors que le vent de janvier traversait mon manteau. J'ai attendu que leurs voitures partent, que les employés du cimetière commencent à ranger leur matériel, que le soleil commence à se coucher et que les ombres s'allongent sur les pierres tombales. Alors je suis retourné vers la tombe de ma grand-mère. Je me suis agenouillé et j'ai ramassé le livret, j'ai brossé la terre de sa couverture. Le cuir était doux dans mes mains. 57 ans de manipulation l'avaient rendu souple comme du tissu. Je l'ai ouvert et j'ai regardé son écriture. Des entrées soignées à l'encre bleue. Dépôt de 30 francs, 50 francs, de petites sommes enregistrées avec précision. Je me fichais des 847 francs. Probablement perdus de toute façon, absorbés par une fusion bancaire il y a des décennies. Mais c'était la seule chose que mamie avait spécifiquement voulu que j'aie. Elle avait laissé des instructions au directeur des pompes funèbres. Elle s'était assurée que cela me parviendrait directement, pas par l'intermédiaire de mon père. Pourquoi ferait-elle ça si c'était sans valeur? Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement en tenant le livret tandis que le radiateur cliquetait et que la télé du voisin murmurait à travers les murs fins. J'ai pensé à tous ces dimanches, au thé, aux photos, aux histoires. Mamie m'a dit une fois quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. Elle m'avait pris la main, m'avait regardé droit dans les yeux et avait dit, « Tu es la seule qui me voit, Manon. Souviens-toi de ça. Je te vois aussi. » Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire alors. Je commençais à comprendre. Maintenant, avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chaque commentaire, et cela signifie plus pour moi que vous ne le pensez. Merci beaucoup pour votre soutien. Les jours suivant les funérailles se sont confondus. Je suis retourné au travail. J'ai traité des dossiers. J'ai mangé seul à mon bureau. Je rentrais dans mon appartement calme, je fixais le livret sur ma table de chevet et je ne faisais absolument rien. À quoi bon? La dernière entrée datait de 1989, il y a 35 ans. J'irais à la banque, ils me diraient qu'il n'y avait rien, et j'aurais la confirmation que ma grand-mère m'avait laissé exactement ce que mon père avait dit, une relique sans valeur. Une partie de moi ne voulait pas de cette confirmation. Tant que je ne vérifiais pas, il y avait encore une possibilité, encore un mystère. Confirmer que c'était vide donnerait l'impression de la perdre une nouvelle fois. Alors, j'ai attendu. 12 jours d'attente, de travail et de deuil, à me convaincre que je m'en occuperais plus tard. Pendant ce temps, mon père gérait les choses à sa manière. Une semaine après les funérailles, Jean-Marc a annoncé qu'il s'occupait de la succession de mamie en tant que plus proche parent. Il n'a pas demandé mon avis. Il ne me l'a même pas dit directement. Je l'ai appris par Maxime lors d'un de ses appels condescendants. Papa avait déjà contacté un agent immobilier pour l'appartement de mamie. Le loyer était payé jusqu'en février.
Il voulait qu'il soit vidé et rendu avant la fin du mois. 40 ans de vie de ma grand-mère. Et il voulait que tout soit mis en carton et disparu en 3 semaines. Puis Bérangère a commencé à publier sur Facebook. J'aurais dû ne plus la suivre il y a des années, mais je la gardais dans mon fil d'actualité pour la même raison que les gens ralentissent pour regarder les accidents de voiture. Une curiosité morbide. Et dans la semaine suivant les funérailles de mamie, Bérangère a publié 17 fois à propos de trouvailles vintage de l'appartement qu'elle était si réticente à visiter du vivant de mamie. Photo du service en porcelaine de mamie. De si belles pièces, on garde ça dans la famille. Photo de quelques bijoux. Magnifiques antiquités de la mère de Jean-Marc. Photo d'un petit bureau que mamie utilisait depuis 40 ans. Ce sera parfait dans notre chambre d'amis. Bérangère a posté 17 photos des affaires de ma grand-mère en 3 jours. 17. Chacune avec des légendes sur la préservation de l'histoire familiale. Drôle comme elle ne pouvait pas respirer dans cet appartement quand mamie était vivante. Mais soudain, elle est archéologue dès qu'il y a quelque chose à prendre. J'ai appelé mon père et demandé si je pouvais avoir une chose, juste une. La boîte à musique de mamie. Une boîte à bijoux en bois qui jouait Moon River quand on l'ouvrait. Elle l'avait reçue en cadeau de mariage en 1961. Elle l'avait depuis 63 ans. Je l'écoutais chaque dimanche pendant que nous prenions le thé. Jean-Marc a dit qu'il vérifierait avec Bérangère. Bérangère a rappelé le lendemain. Je l'ai déjà promise à Chloé, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Elle collectionne les antiquités, tu sais. Elle apprécie vraiment les belles choses. Chloé apprécie les belles choses, hein? C'est la même femme qui a un jour rendu un cadeau d'anniversaire. Je lui avais offert une bougie parfumée de chez Maison du Monde à 15 € parce qu'elle ne correspondait pas à son esthétique. Apparemment, son esthétique n'inclut rien qui coûte moins de 50 € ou qui vient d'un magasin où les gens normaux font leurs achats. Jour 13, le 25 janvier. Maxime a appelé. Salut Manon, a-t-il dit, la voix pleine de cette condescendance particulière qu'il avait perfectionnée au cours de 34 années en tant que chouchou. Je voulais juste te prévenir. Papa a presque fini avec la succession de mamie. Je ne voulais pas que tu te prennes la tête avec la paperasse. Que je me prenne la tête? J'ai un master. Je traite des réclamations d'assurance pour gagner ma vie, ce qui implique de comprendre des documents juridiques complexes chaque jour. Mais bien sûr, Maxime, protège mon petit cerveau féminin délicat. Il m'a expliqué qu'après la vente des meubles et le règlement des dettes, ma part de l'héritage serait d'environ 1847 €. Maman n'avait pas grand-chose, a-t-il dit, semblant réellement joyeux à ce sujet. Elle vivait au moins le mois avec sa retraite, mais, c'est presque 2000 €, non? Pas mal pour n'avoir rien fait. Pas mal pour n'avoir rien fait. Ces temps de dimanche, c'était rien. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque mardi au hasard où je voulais juste la voir. Rien. Mon frère m'expliquait le droit des successions comme si j'étais un golden retriever égaré accidentellement dans une banque. Tu vois, Manon, quand quelqu'un meurt, ses actifs sont distribués. Je voulais traverser le téléphone et le secouer. Je sais ce que signifie une succession, Maxime. Mais quelque chose dans son appel, la suffisance, le mépris, la certitude absolue que mamie valait exactement aussi peu qu'il l'avait toujours supposé. Ça a provoqué un déclic dans ma tête. Cette nuit-là, j'ai examiné le livret d'épargne plus attentivement. Je l'avais déjà regardé, bien sûr, feuilleté les entrées, vu le solde final, mais je ne l'avais pas vraiment fouillé. Glissé dans la pochette arrière, plié tout petit, il y avait un morceau de papier jauni que j'avais manqué auparavant. L'écriture de mamie, plus petite que d'habitude, comme si elle essayait de faire tenir un secret dans le plus petit espace possible. Pour Manon. Seulement Manon. Le reste comprendra avec le temps. Compte numéro 7 751 924, Banque fédérale du Nord. Le livret est juste la clé. Utilise-le. Je l'ai lu 3 fois. Le livret est juste la clé. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Banque fédérale du Nord, une petite banque régionale qui opérait dans le nord de la France de 1952 à 1994, date à laquelle elle a fusionné avec le Crédit Régional, qui a fusionné avec la Banque de l'Union en 2003, qui a été acquise par le groupe bancaire national en 2011. Les fusions bancaires,
c'est comme suivre un arbre généalogique où tout le monde change de nom de famille. J'avais l'impression d'avoir besoin d'un tableau de conspiration avec de la ficelle rouge reliant tout. Mais la chose importante, le groupe bancaire national existait toujours. Ils avaient une agence au centre-ville de Lille, et quelque part dans leur système, il pourrait encore y avoir des dossiers liés au compte numéro 7 751 924. Alors que je cherchais dans de vieux dossiers pour trouver ma carte d'identité, j'en aurais besoin pour toute affaire bancaire, j'ai trouvé autre chose. Une lettre de l'organisme de mon prêt étudiant datée de mars 2019. Elle documentait un paiement unique de 11 400 € appliqué à mon prêt. Je m'en souvenais. J'avais été confuse à l'époque, pensant que j'avais d'une manière ou d'une autre été éligible à un programme d'aide de l'État. J'avais postulé à plusieurs d'entre eux, et la paperasse était toujours si alambiquée que j'avais juste supposé que l'un d'eux avait abouti. La lettre ne précisait pas la source, juste paiement reçu. Je me souvenais avoir appelé le service client à l'époque. Le conseiller avait dit que cela pouvait être une prime d'employeur ou un programme d'État auquel je m'étais inscrite. Je n'ai pas remis en question de l'argent gratuit. Qui remet en question de l'argent gratuit? Maintenant, je fixais cette lettre avec un nouveau regard. 11 400 €, c'était beaucoup d'argent pour quelqu'un vivant de sa retraite. Beaucoup d'argent pour quelqu'un que tout le monde qualifiait de pauvre. Demain matin, ai-je décidé avant le travail, j'irai à l'agence du groupe bancaire national et je découvrirai ce que ma grand-mère essayait de me dire. Probablement rien. Le compte avait probablement été fermé en 1989. Je ressortirais probablement avec la confirmation que le livret était exactement ce que mon père avait dit, inutile. Mais mamie a écrit cette note pour une raison. Elle a dit que le livret était une clé, et je devais savoir ce qu'il ouvrait. 26 janvier, jour 14. Je suis arrivé à l'agence du centre-ville de Lille à 9h15. Mon service aux assurances du Nord ne commençait qu'à 10h30, ce qui me donnait un peu plus d'une heure pour soit trouver des réponses, soit confirmer que mon père avait raison sur tout. J'avais apporté des documents, le livret, ma carte d'identité, l'acte de décès de mamie, mon propre acte de naissance pour prouver le lien de parenté. J'avais l'impression de demander une habilitation de sécurité plutôt que de me renseigner sur un vieux compte bancaire. L'agence était calme. 2 guichetiers, quelques clients matinaux, une musique douce, complètement ordinaire. Rien n'indiquait que ma vie était sur le point de changer. Je me suis approché du premier guichet disponible. Son badge disait Léa. Elle avait peut-être 23 ans, le visage frais et enthousiaste comme on l'est quand on est nouveau dans un travail et qu'on croit encore que le service client peut être épanouissant. J'ai posé le livret sur le comptoir. Léa l'a regardé comme si je lui avais tendu une tablette de pierre avec des runes anciennes. Madame, a-t-elle dit lentement. Ce type de compte n'existe plus depuis. Je ne sais même pas, les années 80. 1989, ai-je dit. C'est la dernière entrée. Elle a tapé le numéro de compte dans son ordinateur, a froncé les sourcils devant l'écran, l'a tapé à nouveau. Le froncement s'est accentué. Je suis désolé. Ce compte n'apparaît pas dans notre système. Il a probablement été clôturé il y a des décennies lors des fusions. Il n'y a rien que je puisse faire. J'ai senti mon cœur couler. Je m'y étais préparé. Je m'étais dit toute la matinée de m'attendre exactement à ce résultat, mais l'entendre faisait quand même mal. Merci d'avoir vérifié, ai-je dit, et je voulais que cela paraisse gracieux, mais c'est sorti plat et fatigué. Je me suis tourné pour partir. Léa avait regardé le livret comme si je lui avais demandé de traiter une transaction en ancien sumérien. Pour être juste, le livre était plus vieux qu'elle. Il était plus vieux que moi. Il avait probablement vu plus de fusions bancaires que la plupart des mariages ne voient d'anniversaire. J'étais à 3 pas de la porte quand une voix m'a arrêté. Excusez-moi, puis-je voir ça? Je me suis retourné. Un homme plus âgé s'approchait d'un bureau près du fond de l'agence. Cheveux gris, lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou, le genre de posture qui vient de décennies passées assis dans des fauteuils de bureau. Son badge indiquait Monsieur Leroux, superviseur principal des comptes. C'est un livret de la Banque fédérale du Nord, a-t-il dit, les yeux fixés sur le carnet en cuir dans ma main. Je n'en ai pas vu un depuis. Ça doit faire 30 ans. Je le lui ai tendu prudemment. Il l'a ouvert avec une douceur qui m'a surprise, manipulant les pages comme s'il s'agissait de documents historiques, ce qu'ils étaient je suppose.
Compte numéro 7 751 924, a-t-il murmuré. C'est d'avant l'informatisation de tout, avant les fusions. Avant. Il s'est tu, étudiant toujours les entrées. Y a-t-il un moyen de savoir si le compte existe toujours, ai-je demandé. Ou s'il y a des comptes connectés? Monsieur Leroux a levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. De l'intérêt, peut-être même de la curiosité. Il m'a demandé d'attendre. Il avait besoin d'accéder au système d'archives. J'ai appelé ma responsable et je lui ai dit que je serais en retard. Urgence familiale. Ce n'était même pas un mensonge. Puis je me suis assise dans la petite salle d'attente de la banque et j'ai regardé l'horloge. Je suis resté assise dans cette banque pendant 2 heures à regarder l'aiguille des minutes comme si elle me devait de l'argent. J'ai mémorisé chaque affiche sur les taux immobiliers. J'ai lu la brochure entière sur les plans épargne-logement 2 fois. J'ai développé une théorie personnelle sur la raison pour laquelle la fausse plante dans le coin penchait légèrement vers la gauche. Je pense que quelqu'un l'a cognée en 2019 et personne n'a pris la peine de la redresser depuis. 1 heure a passé, puis presque une autre. J'étais sur le point d'abandonner. Peut-être que Monsieur Leroux avait été happé par d'autres tâches. Peut-être qu'il n'y avait vraiment rien à trouver. Peut-être que je devrais juste accepter mes 1800 € et continuer ma vie. Puis Monsieur Leroux a émergé du bureau du fond. Il portait un dossier épais et son expression avait changé. Il ressemblait à un homme qui avait trouvé quelque chose qu'il n'attendait pas. « Mademoiselle Dubois, a-t-il dit, pourriez-vous venir avec moi, s'il vous plaît? J'aimerais discuter de cela en privé. » Il m'a conduite dans un petit bureau et a fermé la porte. Le dossier était posé sur le bureau entre nous comme une bombe attendant d'exploser. Le compte d'épargne était réel, a-t-il dit. Mais ce n'était pas le compte principal. Je ne comprenais pas. Que voulez-vous dire? Votre grand-mère a ouvert ce compte d'épargne en 1967 comme ce qu'on appelait un compte de liaison. C'était essentiellement un compte courant pour les dépenses quotidiennes. Petit dépôt, petit retrait, transaction normale. Il a ouvert le dossier. Mais en 1967, elle a aussi ouvert un autre compte, un plan d'épargne en actions, un portefeuille d'investissement. Elle a fait un dépôt initial de 3500 francs, toutes ses économies d'années de travail à l'usine, et puis elle a commencé à faire des versements mensuels. 30 francs certains mois, 50 d'autres, tout ce qu'elle pouvait épargner. Je le fixais. Ma grand-mère avait un compte d'investissement depuis 34 ans. Monsieur Leroux a dit, elle a contribué chaque mois jusqu'à sa retraite en 2001 et elle n'a jamais, pas une seule fois en 57 ans, retiré un seul centime. Chaque dividende a été réinvesti. Chaque centime est resté dans le compte. Ma grand-mère, que j'avais vue une fois se disputer avec une caissière pour une erreur de 7 centimes sur un bon de réduction, avait un portefeuille d'actions. Ma grand-mère, que tout le monde qualifiait de pauvre, dont mon père avait honte, que Bérangère voulait mettre en maison de retraite. Elle investissait de l'argent depuis 1967. Il y a autre chose, a dit Monsieur Leroux. Le portefeuille d'investissement a été transféré il y a des années dans un contrat d'assurance vie spécifique. C'est une structure juridique particulière. Quand quelqu'un cherche des comptes courants au nom d'Estelle Dubois, l'assurance vie n'apparaît pas de la même manière. Il faut savoir qu'elle existe pour la trouver. Il a fait une pause. C'est pour ça que personne ne le savait. Votre grand-mère a essentiellement créé un compartiment secret. Elle a gardé ce petit livret visible, celui que votre père a vu. Tout le reste était caché. Monsieur Leroux a décroché un téléphone. Je dois appeler ma directrice et probablement quelqu'un de notre service juridique. 20 minutes plus tard, j'étais assise en face de Madame Mercier, la directrice de l'agence. Elle avait la cinquantaine, professionnelle, posée, jusqu'à ce qu'elle ouvre le dossier que Monsieur Leroux avait compilé. Puis quelque chose dans son visage a changé. Mademoiselle Dubois, a-t-elle dit. Avant de vous montrer ceci, je dois vous demander, savez-vous si vous êtes la seule bénéficiaire désignée de l'assurance vie de Madame Estelle Dubois? Je ne sais pas, ai-je admis. Je ne savais pas qu'il y avait une assurance vie jusqu'à il y a 10 minutes. Madame Mercier a hoché la tête lentement. Elle a sorti une seule feuille de papier du dossier et l'a glissée sur le bureau vers moi. La valeur actuelle du contrat d'assurance vie d'Estelle Dubois. J'ai regardé le nombre. Je l'ai relu. Je l'ai lu une 3e fois parce que mon cerveau refusait de traiter ce que mes yeux voyaient.
2 341 872,16 €. Ce n'est pas possible, m'entendis-je dire. Ma grand-mère travaillait dans une usine textile. Elle découpait des bons de réduction. Elle vivait dans un 2 pièces depuis 40 ans. Votre grand-mère a fait son premier dépôt équivalent à 500 € en 1967, a dit Madame Mercier. Elle a ajouté l'équivalent de quelques euros chaque mois pendant 34 ans. Elle a réinvesti chaque dividende. Elle n'a jamais touché au capital. 57 ans d'intérêt composé, Mademoiselle Dubois. 57 ans de patience et de discipline. Je ne pouvais pas parler. Le chiffre continuait de nager devant mes yeux. 2,3 millions d'euros. Ma grand-mère, la pauvre mamie Estelle, ouvrière, collectionneuse de bons de réduction, le fardeau de la famille, était secrètement millionnaire. Il y a autre chose que vous devez savoir, a dit Madame Mercier, et sa voix était devenue sérieuse. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé d'attendre. Elle a sorti d'autres documents du dossier. Au cours des 11 derniers mois, il y a eu de multiples tentatives pour accéder à ce compte. Quelqu'un prétendant avoir une procuration pour Estelle Dubois. Quelqu'un prétendant que Madame Dubois était mentalement incompétente et avait besoin d'aide pour gérer ses finances. J'ai eu froid soudainement. Qui? Madame Mercier m'a montré la paperasse. Le nom sur les demandes d'accès m'a sauté aux yeux comme une gifle. Jean-Marc Dubois, mon père. Nous avons signalé les documents comme suspects, a continué Madame Mercier. La procuration présentait des incohérences. Nous avons exigé une vérification avant d'accorder l'accès. Elle a sorti un autre document. Celui-ci était daté du 3 juin 2023. Votre grand-mère est venue dans cette agence en personne, seule. Elle avait 83 ans et elle a pris 2 bus pour venir ici depuis Roubaix. La voix de Madame Mercier s'est adoucie. Elle a fourni des documents médicaux prouvant qu'elle était mentalement compétente. Elle a fait une déclaration formelle bloquant explicitement Jean-Marc Dubois de tout accès à ses comptes et elle a mis à jour sa clause bénéficiaire. Mise à jour comment? Elle a reconfirmé le bénéficiaire unique. Elle a ajouté des protections supplémentaires. Elle s'est assurée que tout était blindé. Madame Mercier a croisé mon regard. La seule bénéficiaire du contrat est vous, Mademoiselle Dubois. Seulement vous. Votre grand-mère est venue ici 3 mois avant sa mort, spécifiquement pour s'assurer que son fils ne pourrait pas prendre ce qu'elle voulait que vous ayez. Je suis resté assise en silence. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Quelque part dans la banque, un téléphone a sonné. Ma grand-mère savait. Elle savait ce que son fils essayait de faire. Elle savait et elle m'a protégé. À 83 ans, prenant 2 bus, elle est venue à cette banque et s'est assurée que je serais à l'abri. Mademoiselle Dubois, a dit Madame Mercier en se penchant en avant. Quoi que vous fassiez, ne quittez pas ce bâtiment sans parler à un avocat. Votre père a tenté d'accéder à ces fonds par de faux prétextes. Compte tenu de l'enjeu, il pourrait réessayer. Vous avez besoin d'une protection juridique. Elle m'a tendu un morceau de papier avec 3 noms dessus. Des avocats spécialisés en succession qui avaient déjà travaillé avec la banque. Votre grand-mère a passé 57 ans à construire ceci. Elle a passé la dernière année de sa vie à le protéger. Ne laissez personne vous le prendre maintenant. Cette nuit-là, le 26 janvier, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, faisant des calculs mentaux qui n'avaient aucun sens. 2,3 millions d'euros. Je pourrais rembourser mon prêt étudiant. Je pourrais rembourser les prêts de tout le monde. Je pourrais acheter une maison. Je pourrais acheter plusieurs maisons. Je pourrais enfin faire nettoyer cette tache de café sur mon siège de voiture. Je pourrais acheter une nouvelle voiture et ne plus m'inquiéter de la tâche du tout. Les possibilités étaient écrasantes. De plus, je faisais définitivement une crise de panique. Je ne l'ai dit à personne. Pas à mes collègues, pas à mes rares amis, pas à une seule âme. À qui pourrais-je le dire? Et, histoire drôle. Ma grand-mère décédée était secrètement millionnaire et mon père a essayé de voler son argent et maintenant j'ai peur qu'il s'en prenne à moi. Ce n'est pas une conversation. C'est une séance de thérapie. Le lendemain matin, le 27 janvier, j'ai appelé les 3 avocats de la liste de Madame Mercier. Le premier n'a pas répondu. Sa messagerie était pleine. Le deuxième avait une secrétaire qui m'a informé qu'il était en vacances jusqu'au 5 février.
Voulez-vous prendre rendez-vous pour son retour? Non merci. J'avais besoin d'aide maintenant, pas dans 10 jours. Le troisième nom sur la liste était maître Valérie Lefebvre. Une voix fatiguée a répondu à la deuxième sonnerie. Cabinet Lefebvre, je vous écoute. J'ai expliqué ma situation aussi concisément que possible. Grand-mère décédée, assurance vie cachée, 2,3 millions d'euros, père qui a essayé d'accéder au compte illégalement, banque me disant de ne pas partir sans protection juridique. La ligne est restée silencieuse un long moment. Mademoiselle Dubois, a dit maître Lefebvre, pouvez-vous venir à mon cabinet demain matin à 9 h? Son bureau était au-dessus d'une sandwicherie dans le Vieux-Lille. Les escaliers craquaient. Le couloir sentait le jambon et les cornichons. La porte portait son nom en lettres dorées qui commençaient à s'écailler. Valérie elle-même n'était pas ce à quoi je m'attendais. Milieu de la cinquantaine, cheveux gris tirés en un chignon pratique. Lunettes de lecture perpétuellement perchées sur son nez ou pendant à une chaîne autour de son cou. Elle portait des chaussures confortables, le genre que portent les infirmières, faites pour rester debout toute la journée. Sa mallette en cuir avait l'air d'avoir survécu à plusieurs guerres et était prête à en survivre à d'autres. Elle n'était pas chic. Elle n'était pas chaleureuse. Elle était directe. Montrez-moi tout, a-t-elle dit. J'ai remis les documents, le livret d'épargne, la note de mamie, les papiers de la banque, l'acte de décès, tout ce que j'avais. Pendant 3 heures, Valérie a tout examiné. Elle a pris des notes. Elle a posé des questions. Elle a passé des coups de fil à la banque pendant que j'étais assise dans un fauteuil en cuir usé à essayer de ne pas paniquer. Finalement, elle a levé les yeux vers moi par-dessus ses lunettes. Mademoiselle Dubois, votre grand-mère était considérablement plus sophistiquée qu'on ne le pensait. L'assurance vie, a expliqué Valérie, est spécifiquement conçue pour transmettre un capital hors succession classique. Cela signifiait que cela ne passait pas par le processus notarial habituel que mon père gérait. Le capital était transféré directement aux bénéficiaires désignés au décès. Bénéficiaire désigné, Manon-Marie Dubois. Seulement Manon. Votre père n'a aucun droit légal dessus, a dit Valérie. Le contrat a été ouvert il y a des décennies. Elle l'a mis à jour plusieurs fois. La mise à jour la plus récente date de septembre 2023, 4 mois avant sa mort. Chaque mise à jour vous reconfirmait comme seul bénéficiaire. Mais il va se battre, ai-je dit. Il va dire qu'elle était confuse ou que je l'ai manipulée ou. Valérie a levé la main. Qui l'essaie? La banque a documenté ses tentatives d'accès au compte en utilisant des documents de procuration douteux. Ils ont la déclaration de votre grand-mère faite en personne à 83 ans, bloquant explicitement son accès et confirmant sa compétence mentale. S'il prétend qu'elle était incompétente, nous montrons au tribunal qu'elle était assez compétente pour venir à la banque elle-même et l'arrêter. Elle a fait une pause. Votre grand-mère a construit une forteresse, mademoiselle Dubois. Elle n'a juste dit à personne où étaient les murs. J'ai réalisé que je n'avais pas posé la question la plus importante. Je ne peux pas me payer un avocat. J'ai peut-être 4 000 € d'économie. Valérie a agité la main de manière désinvolte. Pour un dossier comme celui-ci, nous signerons une convention d'honoraires. Je prends un petit fixe et un pourcentage sur le résultat une fois que tout est résolu. Vous ne me payez vraiment que lorsque vous touchez votre argent. Si vous n'avez rien, je n'ai presque rien. Elle a souri. Le premier sourire que j'avais vu d'elle. C'est comme ça que vous savez que je vais travailler dur. Au cours des jours suivants, l'image complète a émergé. Les documents comprenaient une clé pour un box de stockage, Secure Box sur la route nationale, box 47, payé jusqu'en 2025. Valérie et moi y sommes allés ensemble le 29 janvier. L'unité était petite, peut-être 3 mètres carrés. À l'intérieur, 3 cartons, un petit classeur métallique et des années de poussière accumulée. Nous avons passé 3 jours à tout passer en revue. La tenue de dossier de ma grand-mère n'était pas ce que j'appellerais organisée. C'était un chaos avec un but. Des notes griffonnées sur des serviettes, des entrées dans de vieux carnets à spirale avec des taches de café sur les couvertures, des calculs au dos des factures d'électricité, des reçus fourrés dans des enveloppes avec des étiquettes critiques comme important 2019 et égard d'épreuve. Valérie a dit, votre grand-mère a structuré ses finances comme une poupée russe. Couche après couche de compartiments cachés. J'ai dit, je pensais qu'elle était juste une dame qui aimait les bonbons au caramel.
Valérie m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, les bonbons étaient probablement une déduction fiscale. Mais l'information était là. Plus de 20 ans de documentation, des relevés d'investissement montrant la croissance lente et régulière de son portefeuille. De la documentation familiale aussi. Date des visites, appels téléphoniques reçus ou non reçus, anniversaire dont on s'est souvenu et par qui. Elle avait gardé une trace de tout avec la précision d'un comptable ou d'une femme qui savait qu'elle pourrait avoir besoin de preuves un jour. Il y avait des entrées sur Jean-Marc, des incidents spécifiques, des citations précises. La fois où il lui a dit qu'elle était embarrassante au mariage de Maxime. La fois où il a suggéré qu'elle devrait déménager dans un appartement plus petit pour qu'il n'ait pas à conduire si loin pour visiter. La fois où il n'a pas visité du tout pendant 7 mois et s'est ensuite plaint du stationnement quand il est finalement venu. Il y avait des entrées sur Bérangère aussi, y compris la date exacte où Bérangère a suggéré de mettre mamie en maison de retraite. 28 novembre 2019, Thanksgiving, enfin, un repas de famille équivalent. Bérangère l'avait dit juste là à la table du dîner avec mamie assise à 1 mètre d'elle, comme si elle était un meuble dont on discutait pour un don. Il y avait des entrées sur Maxime. Chaque visite enregistrée avec la durée. L'entrée la plus courante, 20 minutes, téléphone à la main tout le temps. Et il y avait des entrées sur moi. Chaque dimanche pendant 7 ans, de quoi nous parlions, quelle pâtisserie j'apportais, comment j'allais au travail, si je semblais heureuse ou stressée ou fatiguée. Elle avait tout remarqué. Le 2 février, enterré au fond du classeur, j'ai trouvé une enveloppe scellée, pour Manon, après mon départ. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. La lettre faisait 3 pages, écrite de la main soignée de mamie. La même écriture que dans le livret d'épargne, la même que sur 20 ans de notes sur des serviettes. Elle expliquait tout. Elle a commencé à investir en 1967 parce qu'elle avait grandi pendant des temps difficiles et n'avait jamais fait confiance à personne d'autre pour sa sécurité. Elle avait vu ce qui arrivait aux femmes laissées sans rien quand les maris mouraient ou partaient. Elle avait juré qu'elle ne serait jamais impuissante. Elle n'a jamais touché à l'argent parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin. Sa retraite couvrait sa vie modeste. L'appartement suffisait. Les plaisirs simples suffisaient. Elle n'avait pas besoin de choses fantaisistes. Elle avait besoin de sécurité. Et elle l'avait, plus que quiconque ne le savait. Elle avait vu Jean-Marc devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Son propre fils, gêné par son travail, méprisant sa vie, calculant toujours ce qu'il pourrait hériter. Elle a tout vu. Elle a tout documenté. Tu es la seule qui m'a vu comme une personne, pas un fardeau, a-t-elle écrit. Tu es la seule qui venait parce que tu le voulais, pas par obligation. Ces temps de dimanche, Manon, sais-tu ce que cela signifiait pour moi? Tu étais la seule à me faire sentir que je comptais encore. Jean-Marc est mon fils, mais je sais ce qu'il est. Il essaiera de te prendre ça. Ne le laisse pas faire. Cet argent est à toi. Tu l'as gagné d'une manière qu'il ne fera jamais. Avec du temps, de l'attention et de l'amour. Au bas de la lettre, un post-scriptum. Ce remboursement de prêt étudiant en 2019. C'était moi. Tu n'as jamais demandé d'aide, mais je voulais que tu saches que quelqu'un faisait attention. Quelqu'un l'a toujours fait. 11 400 €. Pas un programme d'État. Pas une prime d'employeur. Ma grand-mère avec ses revenus fixes, me sauvant de la noyade des dettes et ne disant jamais un mot. Je me suis assise dans ce box de stockage entouré de cartons et de vieux reçus, et j'ai pleuré pour la première fois depuis sa mort. Valérie m'a laissé un moment. Puis elle a dit doucement mais fermement, votre père va bientôt découvrir l'existence de cet argent. La banque a déjà refusé sa dernière demande d'accès. Quand il appellera pour demander pourquoi, ils lui diront que le compte a été fermé et les fonds transférés aux bénéficiaires. Il va venir vers vous. Elle avait raison. Je devais être prête. Qu'est-ce que je fais quand il le fera? Valérie a considéré la question. Vous écoutez ce qu'il propose. Vous n'acceptez rien. Et si l'occasion se présente, elle a montré les boîtes de documentation qui nous entouraient. Parfois, montrer aux gens les preuves met fin aux choses plus vite que des mois d'arguments juridiques. 6 février, jour 25. Jean-Marc a reçu une notification formelle du groupe bancaire national. Votre demande d'accès au compte d'Estelle Dubois a été refusée. Ce dossier est clos et les fonds transférés aux bénéficiaires désignés.
Je sais ce qui s'est passé ensuite parce que Valérie avait des contacts à la banque. Des mises à jour professionnellement appropriées, rien qui violait la vie privée, mais assez pour peindre un tableau. Mon père a lu cette lettre 3 fois. Fonds transférés? Quel fonds? Bénéficiaire désigné? Il a appelé la banque. Il ne pouvait pas lui donner de détails. Confidentialité. Et il a appelé son propre avocat. Son avocat a commencé à creuser. Le 9 février, l'avocat de Jean-Marc avait examiné la situation. Son avocat l'a assis et lui a annoncé la nouvelle qui a dû faire l'effet d'un coup de poing. L'assurance vie est en béton. Votre mère a tout verrouillé. Elle était compétente. Elle a tout mis à jour 4 mois avant sa mort. La bénéficiaire a toujours été Manon. Votre seule option, lui a dit l'avocat, est la négociation. Essayez de trouver un accord familial. Selon Valérie, quand l'avocat de Jean-Marc a expliqué la situation, le visage de mon père est passé par ce qu'elle appelait les 5 étapes du deuil financier, déni, colère, marchandage, plus de colère, et ensuite un pivot stratégique vers une fausse amabilité. 11 février, mon téléphone a sonné. Et, ma puce. La voix de Jean-Marc était chaleureuse, amicale, presque joyeuse. Une voix que je n'avais pas entendue diriger vers moi depuis des années, peut-être jamais. Écoute, je pensais qu'on devrait se réunir en famille, parler de la succession de maman. Il pourrait y avoir des choses qu'on peut régler ensemble. Tu sais, la famille qui est de la famille. Il m'a invité à dîner chez lui. Samedi soir, Maxime et Chloé seraient là aussi. Juste un bon repas de famille. On peut discuter de tout comme des adultes, ai-je accepté. Le lendemain, j'ai parlé de l'invitation à Valérie. Bien, a-t-elle dit. Allez écouter ce qu'il propose. N'acceptez rien. Dites-leur que vous avez besoin de temps pour réfléchir à toute proposition. Elle m'a tendu un dossier avec des copies de documents clés. Les dossiers de mamie, la documentation de fraude de la banque, des entrées sélectionnées des carnets. Gardez les originaux ici avec moi, a-t-elle dit, mais prenez des copies. Parfois, montrer les preuves met fin aux négociations. Elle m'a rappelé une chose importante. En France, l'enregistrement d'une conversation privée sans consentement peut être irrecevable au civil, mais utile pour soi-même. Écoutez, regardez, et souvenez-vous de ce qu'ils disent. 13 février. Ce soir-là, la maison de Jean-Marc et Bérangère était un pavillon de 4 chambres dans un quartier huppé comme Bondu. Le genre de quartier où tout le monde adhère est parfaitement taillé et juge l'entretien de la pelouse des autres. 2 voitures dans l'allée, la Mercedes en leasing et le SUV DS7 blanc perle de Bérangère. À l'intérieur, la maison ressemblait à un catalogue de meubles. Tout coordonné. Tout mis en scène. Rien qui semblait réellement vécu. Maxime et Chloé étaient déjà là quand je suis arrivé. Maxime en polo comme s'il venait de sortir du country club. Chloé dans une tenue qui coûtait probablement plus cher que mon loyer, examinant sa manucure comme si c'était plus intéressant que n'importe quelle conversation. Bérangère avait fait un rôti. La table était dressée avec ce que j'ai reconnu comme la porcelaine de mamie. Les trouvailles vintage qu'elle était si excitée de posters, utilisant la vaisselle de ma grand-mère pour servir le dîner à la famille qui l'ignorait. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Tout le monde souriait. Tout le monde était amical. C'était l'accueil le plus chaleureux que j'ai jamais reçu dans cette maison. C'était terrifiant. Nous avons fait la conversation pendant les entrées, la météo, le travail de Maxime, la rénovation de cuisine de Chloé. Apparemment, les plans de travail avaient été un cauchemar à trouver. Des problèmes de riches discutés avec la gravité d'une crise internationale. Puis, au plat principal, Jean-Marc s'est raclé la gorge. Manon, je sais que les choses ont été confuses depuis le décès de maman. Sa voix était mesurée, répétée. Et je sais qu'il y avait des actifs dont nous n'étions pas au courant. C'était une surprise pour nous tous. Il utilisait encore nous, parlant encore comme s'il avait un intérêt là-dedans. Je veux proposer quelque chose de juste, a-t-il continué. Juste pour la famille. Maman aurait voulu qu'on partage, qu'on prenne soin les uns des autres. C'est ce que fait la famille. Il a exposé son offre. Je recevrai 500 000 €. Les 1,8 million restants seraient partagés entre Jean-Marc, Maxime et la famille. Ce qui signifie que Bérangère et Chloé en profiteraient aussi d'une manière ou d'une autre.
C'est quand même plus d'argent que tu n'en as jamais vu, Manon, a dit Jean-Marc, souriant comme s'il me faisait une faveur. Un demi-million d'euros. Tu pourrais quitter ton travail, acheter une maison, et ça garde la famille unie. Tout le monde gagne. Tout le monde à table hochait la tête. Bérengère, Maxime. Même Chloé a levé les yeux de ses ongles assez longtemps pour arranger son visage en quelque chose ressemblant à du soutien. Ils avaient planifié ça, répété. 500 000 pour que je parte tranquillement pendant qu'ils se partageaient le reste. Mes mains tremblaient sous la table. Je m'étais préparé à ce moment, j'avais répété ce que je dirais, mais assise là, entourée de leurs sourires coordonnés et de leur chaleur calculée, tous mes mots préparés se sont évaporés. Alors, j'ai juste plongé la main dans mon sac et j'ai sorti le dossier. Avant de répondre à ça, ai-je dit, je dois vous montrer quelque chose. J'ai ouvert le dossier et posé le premier document sur la table juste à côté du rôti. 15 mars 2023. Jean-Marc Dubois a soumis des documents de procuration à la banque, revendiquant l'autorité sur les comptes d'Estelle Dubois. Le sourire de mon père a vacillé. J'ai posé le deuxième document. 3 juin 2023. Estelle Dubois, mamie, est allée à la banque en personne. Elle avait 83 ans. Elle a pris 2 bus pour y aller. Elle a déposé une déclaration formelle confirmant qu'elle était mentalement compétente et elle t'a explicitement bloqué l'accès à tous ses comptes. J'ai regardé mon père. Elle savait, papa. Elle savait ce que tu essayais de faire. Le visage de Jean-Marc s'était figé. Pas encore en colère, confus, calculateur, essayant de comprendre combien j'en savais. Ces documents ne signifient pas ce que tu penses, a-t-il dit prudemment. J'essayais de l'aider. Elle vieillissait et je voulais m'assurer que ses finances étaient en ordre. Elle n'était pas confuse. Je l'ai coupée. J'ai sorti plus de papier. Mamie gardait des traces de tout. Je leur ai montré les preuves. Date des visites, durée des séjours, appels téléphoniques passés et non passés, anniversaire dont on s'est souvenu et oublié. Elle a noté chaque fois que tu visitais, papa, chaque coup de fil, chaque anniversaire que tu as oublié. Je me suis tourné vers Bérengère. Elle a noté quand tu as suggéré de la mettre en maison de retraite. 28 novembre 2019. Tu l'as dit juste devant elle comme si elle n'était même pas là. Le visage de Bérengère s'est vidé de sa couleur. J'ai regardé Maxime. Elle a enregistré chacune de tes visites. Chacune. Durée moyenne, 20 minutes. Maxime fixait la table. Elle m'a laissé une lettre, ai-je continué. Ma voix tremblait maintenant, mais j'ai continué. Elle a expliqué pourquoi je suis la seule bénéficiaire. Elle a dit que j'étais la seule qui la voyait comme une personne, la seule qui visitait parce que je le voulais, pas par obligation. J'ai rassemblé les papiers dans le dossier. Elle savait exactement qui vous étiez tous. Elle a observé, elle a documenté, et elle a planifié en conséquence. Pendant 26 ans, elle a planifié. Jean-Marc s'est levé brusquement, sa chaise raclant contre le parquet. C'est ridicule, a-t-il dit, mais sa voix avait perdu sa chaleur. Je suis son fils, son seul fils. J'ai des droits. Je contesterai ça. Je prouverai qu'elle était mentalement incompétente quand elle a fait ce contrat. Et je soumettrai la documentation de la banque montrant que tu as essayé d'accéder à ses comptes avec de faux papiers, ai-je dit doucement. Je soumettrai ces dossiers manuscrits. Je soumettrai la déclaration qu'elle a faite en personne prouvant qu'elle était assez compétente pour t'arrêter. Je me suis levé aussi. Essaie de prétendre qu'elle était incompétente et chaque tribunal verra la même chose, un fils qui a essayé de voler sa mère âgée et une mère qui était assez intelligente pour le voir venir et l'arrêter. La pièce était silencieuse. Mamie t'a laissé quelque chose, au fait. J'ai regardé mon père. Une pièce de 1 euro avec une note. Sa mâchoire s'est serrée. Quelle note? Ça dit, pour que tu ne puisses pas dire que je t'ai oublié. Je me souviens de tout. Je me suis tourné vers Maxime. Elle t'a laissé 1 euro aussi. Ta note dit, pour tous les anniversaires où tu n'as pas tout à fait pu venir. J'ai ramassé mon sac et marché vers la porte. Personne ne m'a suivi. Personne n'a dit au revoir. J'ai conduit chez moi en silence, les mains tremblant encore sur le volant. Ce n'était pas un moment triomphant. Ce n'était pas satisfaisant. C'était douloureux, laid et triste.
Mais c'était fait. Il savait ce que je savais. Il savait ce que mamie savait. Et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour changer quoi que ce soit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci du fond du cœur. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Cela signifie beaucoup pour moi. Votre soutien permet à ces histoires de continuer. Maintenant, laissez-moi vous dire comment cela s'est terminé. Les jours après ce dîner ont été durs. Pas parce que je doutais de ma décision, mais parce que ma famille n'a pas abandonné facilement. 14 février, Bérangère m'a appelé en pleurant. « Manon, s'il te plaît », a-t-elle sangloté. « Tu déchires cette famille. Ton père a fait des erreurs, mais il est toujours ton père. Ne peut-on pas juste trouver un arrangement? Ne peux-tu pas juste être raisonnable? » Je lui ai dit que je ne faisais rien à la famille. Je recevais ce que mamie avait choisi de me donner. C'était tout. Mais ce n'est pas juste, a hurlé Bérangère. Nous sommes sa famille aussi. Nous méritons. J'ai raccroché. 16 février. Maxime a appelé avec une approche différente. Calme, raisonnable, toujours condescendant, mais essayant de le cacher. Écoute, Manon, je comprends. Tu as gagné. Bien. Il a soupiré comme s'il était incroyablement généreux. Mais soyons intelligents à ce sujet. Pensons à long terme. Sa nouvelle proposition, je garde 800 000 euros. Je rends 1,5 million à la famille. C'est quand même presque 1 million d'euros, Manon, a-t-il dit. Plus d'argent que tu n'en auras jamais besoin avec ton mode de vie. Je lui ai demandé quel mode de vie il voulait dire. Tu sais, a-t-il dit. Simple. Modeste. Toi. Je lui ai dit que mon style de vie simple incluait maintenant une avocate très chère qui facturait à l'heure et que je n'étais pas intéressé à subventionner sa rénovation de cuisine. Le 21 février, Valérie a déposé une plainte formelle auprès du procureur de la République. Le chef d'accusation, tentative d'abus de faiblesse. En France, c'est un délit puni par la loi. Je ne cherchais pas le maximum. Je voulais juste une protection. Tant que Jean-Marc pouvait prétendre que le contrat avait été créé par une femme mentalement incompétente, il pouvait continuer à se battre. L'affaire pénale prouverait une fois pour toutes que mamie savait exactement ce qu'elle faisait et que Jean-Marc était celui qui avait agi illégalement. L'enquête a pris des mois. Le parquet a tout examiné. Les relevés bancaires des tentatives d'accès de Jean-Marc, ses documents de procuration douteux, la déclaration formelle de mamie, ses dossiers manuscrits. Jean-Marc a engagé un avocat pénaliste, un bon, cher. Pendant ce temps, les frais juridiques montaient. En juin, Bérangère a découvert que Jean-Marc avait dépensé plus de 40 000 euros en avocat. Leurs économies étaient presque parties. Quand il a suggéré de prendre une hypothèque sur la maison pour couvrir les coûts courants, Bérangère a fait un calcul différent. Elle a discrètement consulté son propre avocat. Elle a appris que si elle demandait le divorce avant une condamnation et une éventuelle saisie pour dette, elle pourrait protéger sa part de leurs actifs. Bérangère a demandé le divorce fin juin. Altération définitive du lien conjugal, disait la paperasse. J'avais une autre phrase pour ça, les rats quittent le navire qui coule. En juillet, le processus de succession et le déblocage de l'assurance vie ont été finalisés. Mon héritage a été officiellement confirmé. 2 341 872 euros et 16 centimes d'euros. Août a apporté la procédure de plaider coupable, CRPC. Le procureur a proposé des termes, plaider coupable de tentative d'abus de faiblesse, accepter une peine de prison avec sursis, une amende, et une inscription au casier judiciaire. Pas de prison ferme, mais un casier qui le suivrait. L'avocat de Jean-Marc lui a conseillé de l'accepter. Se battre coûterait plus d'argent qu'il n'en avait. Les preuves étaient accablantes. Il perdrait probablement au procès et ferait face à une peine plus lourde. Mon père, l'homme qui avait construit toute son identité sur le succès et le statut et le fait d'être mieux que d'où il venait, a plaidé coupable d'avoir essayé de voler sa propre mère. Les dossiers judiciaires sont devenus publics. En octobre, l'employeur de mon père a effectué sa vérification de routine des antécédents. La politique de l'entreprise était claire, pas d'employés avec des condamnations pour crimes financiers. Jean-Marc travaillait dans la vente de matériel médical, un poste impliquant facturation, assurance, gestion d'inventaire contrôlé.
Une condamnation pour fraude financière était une disqualification automatique. Après 15 ans dans l'entreprise, Jean-Marc Dubois a été licencié. À 58 ans, avec un casier judiciaire, il était inemployable dans son domaine. Personne n'embauche un criminel financier condamné pour gérer ses comptes. La maison a été mise en vente en novembre. Dette juridique, règlement du divorce, pas de revenus. La Mercedes est retournée au concessionnaire. Il ne pouvait plus payer le leasing. L'homme qui avait jeté un livret d'épargne sur une tombe parce qu'il pensait qu'il était sans valeur s'est retrouvé à valoir considérablement moins que le papier sur lequel il était imprimé. Maxime s'est éloigné presque immédiatement après le plaidoyer de culpabilité. Son entreprise pharmaceutique ne voulait pas de l'association. La famille d'un criminel condamné n'était pas bonne pour l'image de l'entreprise. Il a arrêté de répondre aux appels de Jean-Marc. Lui et Chloé ont déménagé dans une autre région. Aux dernières nouvelles, ils reconsidéraient leurs priorités. En novembre, j'ai reçu le virement officiel. 2 341 872 € et 16 centimes d'euros, moins les honoraires de Valérie et les droits de succession, environ 20 à 30% au total selon la fiscalité de l'assurance vie, il me restait environ 1,7 million d'euros net. Je sais que ça a l'air de me plaindre des frais et des taxes, et je veux être absolument clair, je ne me plains pas. Mais j'ai passé une soirée entière sur Google à chercher comment investir de l'argent quand on n'a aucune idée de ce qu'on fait et est-ce qu'on peut acheter trop d'ETF ? Ma grand-mère aurait été déçue. Elle aurait eu un tableau Excel prêt dès la 2e heure. En décembre, un paquet est arrivé du bureau de Valérie. À l'intérieur se trouvait la boîte à musique en bois de 1961. Le cadeau de mariage de ma grand-mère. Celle que Bérangère avait promise à Chloé. Les documents du testament l'avaient spécifiquement attribuée à Manon. Ma boîte à musique de mariage. La chanson est Moon River. Joue-la et pense à moi. Je l'ai ouverte. Le mécanisme était vieux. La chanson légèrement déformée par l'âge, mais elle jouait encore. Je me suis assise dans mon appartement et j'ai écouté ces notes tintinnabulantes et j'ai pensé à tous les dimanches où j'avais entendu cette même chanson pendant que mamie et moi buvions du thé et parlions de rien d'important et de tout ce qui comptait. À l'intérieur de la boîte, soigneusement glissée dans la doublure en velours, se trouvait une photo. Manon et Estelle, moi et mamie assises sur son petit balcon, tasse de thé à la main, toutes les deux souriantes. Au dos, de son écriture, mes jours préférés étaient les dimanches avec toi. J'ai conduit au cimetière quelques jours plus tard. La pierre tombale avait été posée à ce moment-là. Granit simple, juste son nom et les dates. Pas d'épitaphe élaborée. Elle n'aurait rien voulu de sophistiqué. J'ai apporté le livret d'épargne avec moi, celui que Jean-Marc avait jeté sur la tombe, celui que j'avais ramassé ce froid soir de janvier. Je ne l'ai pas laissé là. Je l'ai gardé. Certaines choses ne sont pas destinées à être jetées juste parce que quelqu'un d'autre a décidé qu'elles étaient sans valeur. Certaines personnes mesurent l'amour en euros. Ma grand-mère le mesurait en dimanches, et elle a compté chacun d'entre eux.